RC One vous est présenté par la Fédération Française d'Aéromodélisme et buzzrc.com, le site de vente en ligne officiel de l'émission. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC One. Pour ce mois de juillet, nous vous proposons un numéro exceptionnel avec deux sujets sur des événements marquants de ce mois de juin. Nous reviendrons sur la première édition de la TLR Cup organisée sur le circuit du Limousin Mini Racing Car de Limoges. Une superbe édition avec plus de 145 pilotes. Nous avons interviewé Jérôme Sartel, le top pilote français de la marque, qui vous donnera ses conseils pour affiner les réglages de votre 8, le TT 1/8e TLR. Et tout de suite, nous vous proposons de découvrir une discipline originale et ludique en aéromodélisme. Voici la Coupe des Barons, organisée par le club Vol Libre 38. Quel drôle d'oiseau vole dans le ciel isérois. C'est une espèce protégée. Une espèce qu'on croyait disparue. Compagnon des pionniers de l'aéromodélisme dans les années 70, comme le phénix, il renaît de ses cendres depuis une dizaine d'années pour le plus grand plaisir des nostalgiques mais aussi des néophytes. Je veux bien sûr parler du Baron. Alors le Baron, ça a été créé par monsieur Christian Chauzy, que je salue parce que c'est un ami qui est venu plusieurs fois à la Coupe des Barons, qu'on avait réorganisé depuis 10 ans au club de Sainte-Marie-d'Alloy, et qui avait créé un avion de début pour un ami à lui, dans les années 70. Et il lui a dit, voilà, je te fais un avion de début. Et c'est vrai que le Baron, dans les années 70, c'était l'avion de début par excellence. Il y avait un petit moteur de 3.5. Et puis il y a eu les premières Coupes des Barons, qui ont été créés en 73 ou 14. Je devais avoir une quinzaine d'années et j'avais participé aux premières. Et puis j'ai dit un jour, j'aimerais bien refaire ça plus tard. Et plus tard, ça a donné il y a 10 ans. J'ai relancé ça au club. Les gens n'étaient pas très chauds, connaissaient pas trop le Baron. Cette espèce de machin, 2 axes, qui ressemble à un avion de la guerre de 14. Ils n'étaient pas très partants. Et puis finalement, quand ils ont vu la première coupe, on a fait une deuxième, une troisième et on en est à 11 avec 70 participants. Entre les années 80 et les années, on va dire, 95-2000, avant que j'ose remettre ça sur le tapis, on n'en entendait plus parler du Baron et plus personne ne voulait construire. Alors maintenant on a des RTF qui se font, qui ressemblent bien, mais qui ont des ailerons, alors que la vraie Coupe des Barons à l'origine c'est du 2 axes. On ne pilote pas en 3 axes, donc le Baron c'est du pilotage. Le Baron est fabriqué entièrement en contreplaqué et surtout en balsa. S'il y a un matériau qui est emblématique de l'aéromodélisme, c'est bien le balsa. Le balsa, c'est quoi? C'est un bois qui pousse dans les régions tropicales. Il a une particularité, c'est qu'il est très léger. Et ça correspond complètement à ce qu'on veut faire avec nos appareils de modélisme. C'est facile à travailler parce que ça se coupe au cutter, ça se façonne avec très peu d'outillage. Une cale à poncer, une lime, un cutter. Et avec ça, avec des outils aussi simples que ça, sur le rebord d'une table de cuisine, on peut fabriquer un Baron. On fait une structure entièrement en balsa, un fuselage qui est fait avec 2 flancs, c'est-à-dire les 2 côtés en contreplaqué, reliés par des baguettes de balsa également. Le dessus, le dessous également en balsa, et les ailes qui sont faites avec des nervures, donc qui donnent la forme du profil ici, et qui vont être reliées par des longerons. Et tout ça, ça va nous faire une structure bien suffisante en termes de solidité. Le tout va être recouvert avec un film plastique et on a le petit avion que vous avez devant vous.
Ça va de 1,6 kg pour ceux qui ont la main légère sur la colle, jusqu'à 2,2 kg, 2,3 kg pour ceux qui ont la main un petit peu lourde. Et en fonction de l'expérience du constructeur également. Alors le haubans, c'est vraiment pour donner le côté esthétique à cet avion. Comme je disais, c'est inspiré d'avions du début du XXe siècle. Et les avions de cette époque-là avaient tous un système de haubanage qui avait une fonction en plus, non seulement de donner de la rigidité à la structure, mais en plus ça servait à faire bouger les ailes, puisqu'à l'époque on n'avait pas de ce qu'on appelle les ailerons sur les avions d'aujourd'hui, ça servait à faire un vrillage sur les ailes. Et donc on veut que ça ressemble le plus possible à ces avions du début du XXe siècle, le Fokker ou le Morane. Et c'est vraiment pour des raisons esthétiques qu'on a rajouté les haubans. La motorisation, donc celui-ci est motorisé avec un moteur 4 temps. On peut avoir aussi des moteurs de temps ou également, c'est en gros développement, des moteurs électriques. Donc c'est sûr que le Baron, si on veut rester dans la philosophie d'origine, c'est le moteur thermique. La partie radiocommande, effectivement, est simplifiée au maximum. Là-dessus, on commande quoi? Le moteur, puisqu'on parlait de lui. C'est-à-dire que le moteur, il y a un accélérateur. On va pouvoir le mettre au ralenti, plein gaz. Et ensuite, on va commander les parties qui sont à l'arrière, ce qu'on appelle la profondeur qui est là, qui va servir à monter, descendre, et la dérive qui va pivoter à droite ou à gauche et qui va nous servir à faire tourner l'appareil. Il n'y a pas d'aéronef plus simple en termes de commande. C'est vraiment simplifié au maximum cet appareil-là. Après, c'est le pilote qui fait la différence et son sang-froid. Et Dieu sait que dès qu'on est 6-7 en l'air, on peut vite le perdre. Et les pilotes qui savent rester calmes et qui ont un pilotage régulier, un bon entraînement, en principe, c'est ceux-là qu'on va retrouver sur la première marche du podium demain. Un podium qui s'établit au terme d'épreuves impitoyables. On note d'abord l'esthétique de l'avion avant de s'envoler pour les épreuves de pilotage. Le casset de baguette, une épreuve où le pilote doit briser en volant en rase-motte des baguettes de balsa plantées au sol. La course au pylône, une épreuve de vitesse entre deux mâts de 6 mètres de haut, dressés à 100 mètres l'un de l'autre. La chasse au renard, une course-poursuite où les pilotes doivent couper avec leur hélice un ruban accroché à l'avion qu'ils poursuivent. Et enfin, le limbo. Les pilotes doivent passer le plus de fois possible sous une corde tendue à moins de 5 mètres du sol, voire tenter le franchissement en looping si le cœur leur en dit. Des épreuves exigeantes qui laissent des traces. Mais le Baron en a vu d'autres. Avec un peu de colle et d'imagination, ça repart. Alors le Baron, en fait, je suis retombé amoureux du Baron grâce à la Coupe des Barons, justement, parce que j'ai commencé le modélisme à l'âge de 10 ans, et c'était mon premier avion. Et depuis, bon, c'est un avion que j'avais laissé tomber, parce que c'est un avion 2 axes, c'est un avion très simple, mais au final, grâce à la Coupe des Barons, on se rend compte que c'est un avion qu'on arrive à pousser dans ses extrêmes limites et faire des choses qui sont très intéressantes, et c'est ça qui est génial avec les Barons, quoi, et avec la Coupe des Barons. On a tous la même machine et on essaie tous de l'améliorer comme on peut, en changeant quelques petits détails. Et ces petits détails font que parfois on arrive à avoir une machine qui est beaucoup plus performante, que ce soit en vitesse ou en manœuvrabilité, qui sont deux domaines de vol complètement opposés et qu'il faut trouver le juste milieu, quoi, justement, voilà. J'aime bien quand ça fait du bruit, que ça fume et que voilà, j'ai toujours volé en thermique, donc pour moi c'était naturel de faire un Baron en thermique. En électrique, les performances des moteurs sont beaucoup plus importantes. Je vais décaler, excusez-moi, et je vais me poser dans les maïs.
Alors c'est vraiment du pilotage à l'état pur. Ça ressemble beaucoup au planeur parce qu'on est en 2 axes, donc il faut beaucoup décomposer ces actions. Donc on incline d'abord à la direction et ensuite on soutient à la profondeur. Et ça c'est très très important pour arriver à piloter correctement ce genre de modèle, quoi. Il faut cadrer son pilotage pour réussir les épreuves qui nous sont imposées. Et ça c'est vraiment c'est tout l'enjeu des barons, quoi. C'est vraiment l'amusement. On est là, on a nos avions, on sait qu'ils sont éphémères. Et le but du jeu, c'est quand même de les faire tenir le plus longtemps possible. Mais quand même, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial parce que bon, on a un camarade là, qui a cassé son avion en 2. On l'a réparé entre midi et 2. Voilà, c'est l'esprit d'équipe. C'est voilà. Faut recoller ça. Et c'est même pas la fixation, c'est juste le morceau de bois qui est parti. Un coup d'époxy et c'est reparti là. Ça fait partie de la philosophie de la course des barons, pouvoir accueillir tout le monde. Pas forcément les pilotes chevronnés, mais parfois des débutants qui découvrent la course des barons, qui voudraient s'y inscrire, parce que bon voilà, il y a une bonne ambiance, tout ça, et puis c'est une compétition qui a une grande renommée maintenant. Voilà, diminue la vitesse, hein. Là c'est vite. Si la Coupe des Barons est tellement appréciée, c'est aussi pour son ambiance. On vient de la France entière pour participer, voler, réparer, encourager et bien sûr chambrer. On est là pour rigoler, casser un peu de bois aussi en fin de journée parce que c'est quand même plus sympa. Non, c'est une bonne ambiance. Ouais, une bonne ambiance. Des tas de bois. Ouais, on a un peu d'appréhension au départ, mais en fin de compte, c'est une bonne équipe. On est tous une bonne équipe. On est tous là pour rigoler, pour passer une bonne journée. Et c'est super, franchement, ouais. Voilà. Pour nous, c'était notre première aujourd'hui. Et franchement, on nous reviendra l'année prochaine, ouais. Voilà, nous, c'est la première fois là. Je pense que. C'est pas la dernière. On reviendra. Ouais, les c'est un peu dur parce que si on veut faire des points, faire looping et bléton, ben après, ouais. C'est soit ça passe. Il y a une différence de profondeur et du coup on a du mal à juger entre le poteau, si on est bien au milieu du limbo et c'est pas évident. Ouais. Donc on a peu de mal au niveau de la profondeur. Il y a très rarement un avion qui finit sur ses roues alors. Ouais. Et puis tout le monde derrière, comme c'est la fin de journée, tout le monde nous pousse à bloc pour faire un looping qui nous fait gagner des points. Et du coup derrière, ben, on tente le diable et puis on y va. Et... ouais, mais devant les Corses et devant les Jurassiens, c'est un peu dur quand même. Parce non, que mais non. Et les Corses et Jurassiens, on en a cassé 3 au départ. Ouais, c'est vrai. On en a éliminé. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. Non, ça devait pas être fun comme ça. Au départ, c'était on va dire un pari entre copains, une rigolade, et puis, mais maintenant c'est devenu très sérieux. Il y a des gens qui se penchent. Il y a même des concurrents qui ont copié le kit de Christian Chauzy et qui se fabriquent un kit amélioré, le même, mais amélioré. Plus solide par-ci, plus résistant par-là, pour résister à la coupe. Et ça, la Coupe des Barons, c'est des stands à toutes les tables. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Le modélisme, c'est construire, piloter, faire des tas de choses avec une machine qu'on a tirée d'un plan et de quelqu'un qui s'est penché sur quelque chose qui avait de l'allure, qui avait quelque chose à donner. On va dire que c'est la base du modélisme. J'aimerais que beaucoup de clubs et que le modélisme continue à tourner comme ça et que l'aviation profite de ces gens-là. Parce que c'est les gens comme ça qui dans 20 ans, 30 ans, 40 ans auront une autre idée peut-être que la Coupe des Barons, mais quelque chose qui ressemble et qui fasse vivre la construction et le pilotage. Il y a des modélismes différents. Mais ce modélisme-là, c'est vraiment... on ouvre la boîte, il y a 50 baguettes, un plan, un bout de casserole en alu, et au bout du compte, quand on a fini d'entoiler, on a un baron. En gros, c'est ça. Le week-end du 20 et 21 juin, le Limousin Mini Racing Car à Limoges a accueilli la première édition de la TLR Cup. 145 voitures étaient inscrites dans 5 catégories,
TT1 8e Nitro et Brushless, Short Course, 4-2, 4-4 et Truggy. Les meilleurs pilotes européens du team TLR avaient répondu à l'invitation de Horizon Hobby France, ainsi que de nombreux pilotes amateurs. Les objectifs, c'était de pouvoir réunir tous nos clients avec les grands pilotes européens de la marque, faire connaître, développer la marque sur le marché français et puis surtout faire une grande fête donc avec des magasins, nos partenaires, que ce soit Buzz RC, Enzo Racing, sur ce complexe magnifique. On voulait vraiment faire cet événement, marquer le coup et dire qu'on était de retour sur le marché de la compétition. Jérôme est notre team manager pour l'Europe, donc il va gérer tous les pilotes, organiser cette coupe avec le département marketing. Donc un grand boulot, une grande expérience surtout dans ce domaine-là. Donc non, c'est super à travailler avec lui. C'est un mec en or. Jérôme Sartel, top pilote français, revient sur son rôle chez le distributeur français de la marque TLR et sur cette première cup. C'est vrai que je cours encore beaucoup, énormément même. Je suis souvent présent sur les week-ends, enfin sur les week-ends, sur les compétitions. Au-delà de ça, je m'occupe, je me suis occupé de cette TLR Cup. C'était l'objectif numéro 1 pour cette année de mes missions. Et puis là, je m'occupe aussi, c'est des choses qui se sont ajoutées, mais je vais finalement m'occuper un petit peu suivre, du moins donner mes avis sur le développement des produits TLR, voitures, je précise. Et à côté de tout ça, je coach beaucoup les pilotes, nos pilotes en France. Je vais aussi chaperonner un peu les pilotes en Europe et essayer de reconstruire un team un peu plus costaud comme il y a eu il y a quelques années. Le modélisme, c'est une passion, c'est un loisir. Nous qui sommes pilotes internationaux, on a appris beaucoup de choses à voyager dans le monde depuis toutes ces années. Et c'est vrai que là, partager avec les jeunes, les moins jeunes, les débutants, les moins débutants. Voilà, on est tous comme une grande famille utilisant le même matos et je pense que pour se faire plaisir avec du matériel, il n'y a rien de mieux que ça. Donc ça me paraît, c'était pour moi l'objectif principal de ce type d'événement, qu'on se retrouve tous autour d'une même passion, autour d'une marque qui est la marque TLR et d'organiser une belle fête. Globalement, je trouve que c'est une marque prestigieuse. Voilà, ils sont sur tous les fronts de toutes les catégories et ils ne dominent pas forcément, car il y a plein d'autres marques qui sont de qualité aussi, hein, mais ils sont devant, ils sont toujours aux avant-postes, on se bat pour les premières places. Ça reste une marque qui est au top pour moi. Et donc pour moi c'est un réel plaisir de pouvoir travailler et utiliser ces produits actuellement. La qualité générale est assez bonne du produit. Il y a quelques petites retouches. On a les triangles qui sont un petit peu durs autour des axes. Donc moi je les reperce pour que ce soit un peu plus libre. Beaucoup de voitures sont comme ça aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas facile avec les retraits au moulage en sortie d'injection d'avoir un produit parfaitement calibré autour d'un axe de 4 mm. Donc ça je conseille de le refaire, de repercer un peu, d'agrandir l'alésage pour l'axe du triangle. Après sur les versions 8 électriques, on a effectivement les chapes de carrossage qui sont un peu fermes. Donc ça demande un peu de rodage. Donc nous actuellement on a tendance à les écraser un peu à la pince tous les demi-heures, 3/4 d'heure de roulage pour les libérer, ça pendant 2-3 courses. Et c'est vrai que les versions 8 Nitro étaient plus libres, mais à l'utilisation, au bout de 5-6 courses, il fallait changer les pièces. Là ils ont plutôt revu le produit en disant on va faire un truc, une pièce un peu plus serrante au début, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de la changer sur la durée de vie de la voiture.
Moi je conseille vraiment la couronne centrale, effectivement, option 45 dents en métal sur le 8 RTA ou le 8 BL. Parce que c'est vrai que les couronnes plastiques c'est bien sur les pistes plates, mais là dès qu'on commence à faire du jump, les châssis sont quand même flexibles. S'il n'y avait pas de flex, de toute façon elle ne marcherait pas l'auto. Donc là c'est vrai qu'avec les réceptions de saut, ça travaille, ça se tord, et mine de rien il suffit qu'il y ait un coup de gaz placé au moment où une récepte de bosse, que le châssis est un peu en flexion, l'entre-dents varie, et là automatiquement avec la couronne plastique c'est plus fragile. Les chape d'amortisseur, j'ai l'impression que c'est plus un problème de choc. C'est vrai que le train avant est soumis à rude épreuve, donc c'est vrai que les chocs sur le train avant ont tendance à arracher les chapes. Après il y a aussi les pilotes qui oublient de régler les vis de drop. Donc elles sont très importantes, elles ont leur fonction, elles sont là déjà pour améliorer plus ou moins les performances du châssis en fonction des terrains, et également empêcher sur une réception un peu brutale qu'on vienne en tension maximale de l'amortisseur et qu'on l'arrache par le bas. 7.5.3 pour une voiture facile, 5.7.3 dans les différentiels bien sûr, pour une voiture un peu plus agressive. Moi perso je suis plutôt un 5.7.3, j'aime beaucoup l'avant, ça la rend des fois un peu pointue à conduire, mais c'est vrai que pour un pilote lambda 7.5.3 ça me paraît être une super base dans toutes conditions. En amortisseur, les pistons d'origine donnent beaucoup de confort. Je conseille de mettre des trous un peu plus petits, que ce soit sur la version brushless ou nitro, si les pistes sont très chaudes ou ont beaucoup de grip. Moi je roule beaucoup en 8x1.2. Voilà, après les huiles, ça varie avec les températures. C'est très difficile de donner un grade. Un pilote qui va rouler par 15 degrés ou par 40 degrés, il va juste pas du tout mettre les mêmes grades. Donc ça, c'est très aléatoire. On communique beaucoup sur les setups tout du long de l'année, sur les forums, etc. On n'est pas avare de les donner à ceux qui nous les demandent. Là, on a commencé par nos catégories réelles qui sont le 1/8e buggy, nitro, brushless. On a ajouté le truggy, le short course, qui est en plein essor. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup y ajouter le 10e. Pourquoi pas des plus grosses ou des plus petites échelles, à voir ce qu'on va faire. Mais oui, on essaiera de faire quelque chose d'avancer, de faire quelque chose de mieux encore la saison prochaine. How did you get me to? All around your fingers, all through your coat. And how did you fit into my room? Still back to lingers. Avant de conclure ce numéro spécial été de RC One, nous vous rappelons que si vous souhaitez pratiquer ou vous initier à l'aéromodélisme, vous trouverez tous les conseils et le club le plus proche de chez vous sur le site officiel de la Fédération Française d'Aéromodélisme, ffam.asso.fr. Si vous préférez les voitures et que vous cherchez un circuit, le site Track is Open est une excellente initiative pour trouver facilement votre prochain terrain de jeu, TT ou piste. Ce site qui est en cours de développement permettra également dans les mois à venir de gérer les inscriptions aux courses, un outil très bien conçu et qui devrait faciliter la vie des clubs. Retrouvez le mois prochain un best-of de nos émissions et dès septembre, nous vous proposerons de nouveaux essais et de nouveaux reportages. Nous vous souhaitons maintenant de très bonnes vacances et un bon été. À très bientôt. RC One vous a été présenté par la Fédération Française d'Aéromodélisme et buzzrc.com, le site de vente en ligne officiel de l'émission.